Le plan, c'est la base. Si tu es en train de construire ta maison et que tu as des doutes sur le plan que ton constructeur ou ton architecte a fait, c'est le moment d'aller télécharger le guide que j'ai créé spécialement pour toi. C'est un guide où je te donne mes 35 meilleurs conseils pour réussir ton plan. Parce que tu veux éviter de faire des erreurs et que tu veux éviter d'avoir des regrets, tu vas pouvoir, espace par espace, relire tous les plans et vérifier que le projet est bien fait pour toi. Tu vas pouvoir te poser les bonnes questions. Retrouve le lien pour le télécharger en description de cet épisode ou dans ma bio Instagram. Sur ce, je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour, c'est Gwenola. Je suis ravie de te retrouver ici pour parler construction. Si tu penses à construire ou que tu as déjà démarré ton projet, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage tout ce qu'il faut savoir pour réussir ta future maison. Après plus de 13 ans d'expérience comme designer d'intérieur au sein de sociétés de construction au Québec et en France, j'ai décidé de créer Chérie on construit pour guider tous ceux qui rêvent de bâtir leur propre maison. Parce que chaque projet est unique et qu'il existe de nombreuses façons de réaliser ce rêve, j'aborderai ici des sujets variés allant de la conception des plans au choix des matériaux en passant par les réglementations. Seul ou avec des invités, mon objectif est de t'informer et de t'inspirer grâce à des partages d'expertise et d'expérience de ceux qui bâtissent des projets ou qui ont déjà construit leur maison. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Julien, bienvenue sur le podcast Chérie on construit. Bonjour Gwenola, merci de me recevoir. Tu vas bien? Ça va, merci, et toi? Ça va, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie parce qu'aujourd'hui, on va parler assurance, décennale, dommages ouvrages, toutes ces assurances qui sont hyper importantes quand on construit. Mais avant de démarrer, je voulais te demander de te présenter. Qui es-tu, Julien? Avec plaisir. Moi, je m'appelle Julien Blondel, j'ai une société de courtage en assurance qui s'appelle OptiRisque, que j'ai créée il y a 5 ans et demi, après avoir fait un parcours de juriste. Moi, j'ai fait du droit à la fac pendant 5 ans, et après, j'ai été salarié pendant quelques années chez SFBTP, qui est une mutuelle d'assurance du bâtiment, qui travaille qu'avec des pros du BTP, justement. D'accord. Et je suis entré juriste, je suis reparti commercial. J'ai bien fait le tour là-bas. Bah Et, oui, je me doute. Et je me suis dit que je voulais le faire après, à mon compte, tu vois, moi-même. Donc, ce qui était le plus adapté, c'était le courtage. Je me suis un peu lancé sur un coup de tête, et puis voilà. Et aujourd'hui, ça marche bien. On a que des clients qui sont dans cette sphère du BTP, quasiment en tout cas. Et D'accord. on développe petit à petit. Voilà. Ok. Et tu peux nous expliquer, donc tu es courtier en assurance, donc la plupart des gens savent ce que c'est, mais là c'est un peu particulier parce que du coup tu assures les professionnels. Tu m'assures moi, tu m'as trouvé mon assureur en décennale, donc je te remercie. Tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi tes clients? Est-ce que c'est des designers d'intérieur? Est-ce que c'est des maçons? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Effectivement, les courtiers en assurance, il faut quand même bien distinguer ce métier-là du courtier en crédit. Tu vois, aujourd'hui, un courtier en crédit, il va te trouver un prêt, il va aller chercher plusieurs banques, te trouver un prêt, et ensuite il te réoriente vers la banque, et tu te débrouilles avec la banque. Moi, mon métier, il est un petit peu différent, parce que, effectivement, le but, c'est d'aller chercher parmi un panel d'assureurs une solution qui est adaptée à tes besoins à toi. Et par contre, à l'inverse, derrière, c'est ma société qui reste ton unique interlocuteur. C'est-à-dire que si tu as des questions, si tu as un besoin de conseil au quotidien, si tu as un sujet sur un chantier avec un client, avec un fournisseur, c'est toujours nous que t'appelles. Et si demain tu as un sinistre, c'est pareil, c'est toujours nous que t'appelles. En fait, D'accord. tu le vois Donc t'es très peu. l'interlocuteur unique, quoi. C'est ça, exactement. En fait, on est comme un commercial en assurance, si tu veux, comme un conseiller en assurance, à la différence qu'on a plusieurs assureurs à notre disposition. Et pour revenir à qui on assure, effectivement, c'est des entreprises de bâtiment. C'est des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études, des architectes d'intérieur, des architectes, des PLG, HMONP maintenant, des promoteurs immobiliers, tout ce qui est des constructeurs de maisons, tout ce qui est lié au secteur du bâtiment, de manière générale. Quand on construit sa maison, il y a des assurances qui sont obligatoires. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi les assurances qui encadrent un projet de construction? Effectivement, il y a des assurances qui sont obligatoires, d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire Ok. que la première obligatoire, mais tu la connais très bien, c'est l'assurance dommage ouvrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
quand tu construis ta maison, tu as théoriquement besoin et l'obligation, t'as théoriquement l'obligation de souscrire à une dommage ouvrage. Oui, La dommage ouvrage, c'est pour vrai. le synthétiser, parce qu'on pourrait en parler pendant 2 heures réellement. Ce n'est pas un débat. L'assurance dommage ouvrage est obligatoire, point. Non, mais c'est vrai, et aujourd'hui, c'est quand même pertinent de la souscrire dans plein de cas. Mais en 2 mots, ce que c'est que c'est un confort pour le particulier qui fait construire. Plutôt que de se dire, dans quelques années, si j'ai un sujet sur l'ouvrage, donc, je sais pas, des infiltrations en toiture, des menuiseries avec un petit peu de jour, qui fait que le matin, quand tu te réveilles à 5 heures, c'est le jour qui te lève, parce que bah, du coup, tes fenêtres sont mal posées. L'assureur dommage ouvrage, il va te réparer ça en préfinançant les travaux de réparation, c'est ça le terme qui est important, et ensuite il va aller chercher les entreprises qui sont potentiellement responsables. Donc en fait, le cœur de la DO, c'est ça, c'est aller préfinancer les travaux pour que toi, particulier, t'attendes pas des années avant ton sinistre soit réparé. Oui, parce que cette assurance, je sais pas quand est-ce qu'elle a été créée, mais c'est qu'elle répond à la galère qu'est de déclencher une assurance décennale. Donc plutôt que ce soit le particulier qui court après les assurances de tout le monde, fasse venir un expert pour dire c'est la faute à un tel, mais vous aussi vous devez intervenir, et qu'après avoir les fonds et sortir l'argent pour faire les réparations, c'est ça. Sachant que ça couvre l'habitabilité, hein, c'est ça? C'est ça. En fait, pour répondre à ta première question, elle a été créée en même temps que la décennale en 78 par la loi Spinetta. Tu vois, déjà, le législateur, quand il a créé, il s'est dit, oh là là, on va faire une décennale, mais ils vont tous se bagarrer les uns les autres, on va mettre un truc en place pour protéger au max les Ils consommateurs. connaissaient bien les artisans déjà à l'époque. C'est ça. Tous les Et, artisans sont très gentils, ils font tous bien sûr. bien leur travail, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un souci, c'est toujours pas la faute, enfin c'est la faute de l'autre. C'est C'est un ça. fait, La faute d'autres. Et l'assureur, c'est pareil, c'est toujours la faute de l'autre, l'assureur, de l'autre entreprise. Ça va de soi. forcément. Euh, mais pour autant, non, mais en fait, effectivement, le sujet, c'est ça, c'était vraiment le délai. Et ça assure effectivement l'habitabilité. Tu le dis, c'est très bien dit. En fait, le terme juridique, c'est l'impropriété à destination, Ouais, je le retiens jamais. Je totalement. dis habitabilité parce que ça c'est beaucoup trop Ouais, ouais. élaboré pour moi. Élaboré, effectivement, mais c'est surtout que c'est très vague, tu vois, donc c'est pratique, tu mets ce que tu veux. Non, mais non, en fait, il y a 3 critères pour déclencher la DO. Il y a l'atteinte à la sécurité des personnes, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage et l'impropriété à destination. Il faut que tu aies un de ces 3 critères-là qui soit rempli. Les 2 premiers, c'est pas compliqué parce que la sécurité des personnes, tu vois très vite quand elle est mise en cause. La solidité, c'est pareil, pas trop de débat. Euh, Par contre, l'impropriété à destination, il y a un vrai débat. Et du coup, la Oui, question se pose toujours de savoir à quel moment le bien il est impropre à sa destination. oui, ben un trou, comme tu disais tout à l'heure, l'exemple, une fenêtre qui laisse passer de l'air, la maison est censée être étanche, ça rentre en ligne de compte, c'est ça? C'est ça. Mais par contre, tu vois, pour reprendre cet exemple du jour entre les menuiseries, si effectivement tu as le jour qui passe, ta maison reste à peu près étanche, mais quand tu te lèves le matin, si t'as pas de rideau, t'as quand même le jour qui rentre dans ta chambre. Donc, à 5 heures du mat, en été, tu te dis, bah mince, je peux pas dormir correctement parce que le jour rentre dans ma chambre alors que ma fenêtre est fermée et c'est pas possible. Là, ta chambre, elle peut plus être utilisée comme une chambre. Parce que tu peux plus dormir jusqu'à 9 heures du mat, 10 heures du matin, si Tu t'as peux envie. Parce que t'as le soleil qui perce, tu vois. OK, et ça genre t'as un trou dans ton volet roulant où ton volet roulant il va pas jusqu'en bas, où il y a des petits Ouais. jours, ça tu peux activer une dommage Ouais, ouvrage? bien Ah sûr. Mais waouh, du je coup, la, savais la pas. question, c'est ça. C'est qu'en fait, tu peux le faire pour ta chambre parce que tu dors dans ta chambre. Donc c'est normal. Si le soleil y rentre, forcément, tu peux pas dormir. Par contre, dans ta cuisine, ça n'a pas de sens parce que la cuisine, tu dors pas. Donc peu importe quel jour, le On ne matin. sait pas. Tu vois? Oui, oui, effectivement. On juge pas, peut-être, non mais oui, je vois. C'est pas à la destination, donc oui, si ta chambre il fait pas noir alors que tu es censé pouvoir dormir dans le noir. Ouais. Et en fait, ça, c'est une vraie interprétation à chaque sinistre. Et la seule façon de le savoir, c'est que c'est le jour de déclaration, le jour d'expertise, parce que c'est beaucoup l'expert qui prend la décision de savoir si un sinistre, un dommage, il rentre bien à propre à sa destination ou pas. Donc ça, c'est l'assurance dommage ouvrage qui Oui. chapeaute en fait toutes les décennales, les décennales de tout le monde, on va y revenir. Mais on est obligé, parce qu'on sait que c'est obligatoire quand on travaille Mhm. avec un constructeur, c'est prévu dans le contrat, mais tu disais tout à l'heure que c'était obligatoire. Mais c'est obligatoire qu'on travaille avec un architecte, un maître d'œuvre, ou même quand on fait sa maison tout seul? Ouais, en fait, tu as 2 niveaux d'application. Tu parlais des constructeurs. Les constructeurs, eux, ils ont un régime qui est encore différent. C'est-à-dire que Ok. les constructeurs, tu vois, il y a eu la note 78 et il y a eu les constructeurs de maisons. Et en fait, après la note 78, les constructeurs de maisons de l'époque, certains, pas tous évidemment, étaient très malins, c'est-à-dire qu'ils allaient voir un client, ils leur disaient, bah voilà, donc on fait une maison clé en main, 200 000 euros, pas de problème.
à l'époque, on va dire 200 000 francs. Euh, et, À peu et près. il demandait, ouais, effectivement, ouais, c'était à peu près ça, je pense. Et il demandait, du coup, 100 000 francs, la moitié. Il te coulait tes fondations et après, il te ghostait, disparaissait de la situation. Oh vache. Ok. Donc, du coup, tu avais payé 100 000 euros des fondations qui étaient coulées, mais tu n'avais rien d'autre. Et personne ne voulait intervenir après parce que, bah, en fait, plus il faut trouver l'artisan qui veut continuer ta maison. Donc, en Hmm. 90, le législateur a dit hop, 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 ça suffit. Les constructeurs, on va réglementer la profession encore plus. Et parmi tout un tas de règles qu'ils ont écrites par rapport à ça, il y a l'obligation pour le constructeur d'amener une dommage ouvrage. Ok. Donc ça c'est encore différent. De toute manière, effectivement, si tu passes par un constructeur, tu es obligé de prendre sa déo. Il l'intègre dans ton prix. Tu sais mieux que moi parce que bon, effectivement, t'as bossé toi chez un J'ai constructeur. vendu quelques maisons et quelques dommages ouvrages. Oui. C'est ça, voilà. Donc de toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Après, quand tu Oui. passes par un archi, un maître d'œuvre, ou quand tu fais ta maison toi-même, sans maître d'œuvre, sans archi, l'obligation elle est toujours là. Pour autant, il n'y a pas de sanction. C'est-à-dire que c'est pas comme ton assurance automobile, où on va venir te dire un matin, bonjour police, sortez-moi votre déo, sinon on casse tout quoi. Tu vois. Et On n'est pas rendu là, effectivement. Mais voilà, on en est pas là. c'est là que les débats sur Ouais, Internet font, parce que ça reste obligatoire, mais c'est pas sanctionné. c'est ça. C'est typiquement français aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça implique quand on construit soi-même si on décidait de pas en prendre? Si demain tu fais ta maison toi-même, donc on va dire que tu n'as pas de maître d'œuvre, pas d'archi, tu as juste des entreprises qui font la maison. Tu prends pas de déo, concrètement le risque c'est que si tu as un problème dans 3, 4, 5, 10 ans, peu importe, jusqu'à 10 ans, tu vas devoir te débrouiller avec les entreprises et avec leurs assureurs. Donc le premier risque c'est ça, c'est de se dire bah t'es tout seul et tu vas devoir être tributaire du coup des autres. Donc des assureurs des entreprises. Autant dire que si t'as un pépin, ça va pas se régler en une semaine. Non, Ça c'est c'est. sûr. Le second risque qui est intéressant aussi, qu'on voit de plus en plus, c'est que aujourd'hui, si tu veux vendre ta maison dans les 10 ans qui suivent, il est très probable que celui qui passe la vente, donc les notaires, te demande la dommage ouvrage. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de notaires, au titre de leur devoir de conseil, qui refusent de passer des ventes sans cette DO. D'accord. Parce que ils appliquent la loi à la lettre, et du coup, bah, pas de dommage ouvrage obligatoire, pas de vente de maison. Donc tu peux potentiellement pas vendre ta maison. Ok. Et les vrais risques aujourd'hui, c'est ceux-là surtout. C'est le fait d'être solo et de pas pouvoir vendre ta maison quand tu veux la vendre. Et si tu trouves un notaire qui la vend, par exemple, parce que tu as toutes tes décennales et que du coup la personne accepte, si je me trompe pas, c'est toi qui prends la responsabilité. C'est toi qui devras jouer, entre guillemets, l'assurance dommage ouvrage le jour où le futur acquéreur, futur Mm. propriétaire, a un souci, c'est ça? C'est ça. En fait, du coup, dans ces cas-là, il faut bien comprendre que la décennale, euh, l'application d'assurance, elle amène une autre garantie, une autre responsabilité qui est celle du constructeur non réalisateur. Le constructeur non réalisateur, c'est ce qu'on appelle la CNR, pour ceux qui parlent un petit peu plus assurance, c'est celui qui construit et qui réalise pas. Donc c'est toi, le maître d'ouvrage, celui qui a fait construire sa maison. Et pour le coup, D'accord. effectivement, tu as une chance d'être recherché en décennale une fois que tu as vendu, si jamais il y a un sinistre ou un dommage à la maison. J'ai vu une publication de servicepublic.fr, travaux faits maison, quelle responsabilité en cas de vente? Et c'est bien remis, vous êtes responsable des malfaçons pendant 10 ans. Cela concerne les constructions, rénovations, extensions, surélévations. Un acheteur peut se retourner contre vous en cas de problème. Donc c'était rigolo que ça arrive dans mon téléphone la veille de notre échange. On est d'accord que quand on construit sa maison tout seul, même si on fait Ouais, appel à plein d'artisans, trouver une dommage ouvrage, c'est quand même un peu la misère. ouais, effectivement. Et c'est la misère, mais en même temps, il faut aussi être audacieux, je dirais, pour arriver à suivre un chantier tout seul d'une construction de maison individuelle. Moi, mon opinion, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est faisable. Il y a plein de critères à prendre en compte, mais les dommages ouvrages qu'on a fait, nous, pour des particuliers qui faisaient leur maison tout seuls, sans maître d'œuvre, sans archi, juste avec des entreprises, euh, on leur a régulièrement dit que c'était compliqué de suivre un chantier tout seul. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même comprendre que sur un chantier, et même en amont, c'est pas facile de coordonner les artisans et de veiller au bon déroulement des travaux, tu vois. Et puis de savoir si c'est bien fait. Mm. Bah, c'est ça, c'est ça. Et en fait, quand t'es pas du métier, bah, tu peux pas faire ça, quoi. Je vois pas comment, en tout cas. Il y en Donc, a plein qui le font. En fait, tout est faisable. Faut se former, faut se faire entourer.
Je sais qu'il y a des maçons qui commencent à faire entre guillemets du coaching, c'est-à-dire qu'ils commencent à expliquer aux gens qui veulent comment construire eux-mêmes, comment ils peuvent éventuellement. Il faut se faire accompagner, on se lance pas. En général, ceux qui font de Ouais. l'autoconstruction ont quand même soit dans leur entourage du monde, soit énormément de temps. Mais c'est vrai que aujourd'hui, moi, je le vois pousser sur Instagram cette volonté de faites pas appel à un constructeur, ils font tous faillite, et du coup, faites 20-30% d'économies, faites votre projet tout seul, voilà. Et oui, ça fait Ouais. rêver, mais c'est quand même quelque chose. Même moi qui suis du métier, suivre le chantier de ma maison. Alors le chantier, c'est pas ma partie préférée, j'ai pas aimé ça, parce que c'est vraiment un travail de contrôle qui est pas évident. Alors après, j'étais entourée, hein, j'avais mes collègues, etc. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. Faut passer tous les jours quasiment quand on fait soi-même en Ouais. tout cas, parce que on n'a pas de levier autre que nous. Et si on n'est pas content d'un truc et qu'on l'a vu 2 semaines plus tard, faire revenir un Ouais. artisan, c'est pas simple. Hein. Ouais, mais Enfin, après, il faut bien les complètement. choisir, tu me diras, mais oui. Oui, ça va bien les choisir, mais du coup, il faut connaître un peu des gens, et puis il faut être entouré, parce que aujourd'hui, même sans parler du chantier, ce qui peut se passer, imagine que tu as un artisan qui, je sais pas, une fois qu'il a coulé 2 murs, ou qu'il a construit un bout de charpente, te dit, bah en fait, là, il y a une plus-value qu'on n'avait pas anticipée, et il faut en mettre 20 000 euros au pot. Comment tu fais pour savoir si il te banane ou si en fait c'est la réalité? Sans dire que c'est tous des escrocs du tout, mais peut-être qu'il a un vrai besoin parce que il s'est planté dans ses quantitatifs au début, j'en sais rien. Mais en fait, tu peux pas savoir si t'es pas entouré. T'as économisé peut-être 10 ou 12% de maîtrise d'œuvre, mais si tu les remets dès la maçonnerie, Oui, et puis savoir quoi demander à un maçon, parce ouais, que, quand vous donnez un plan à un maçon, il suffit que vous donnez un plan fait par un dessinateur, mais juste pour déposer le permis ou, voilà, un avant-projet simplifié fait par un archi, c'est pas suffisant. Ça fait des estimations, mais ça ne chiffre pas, suffisamment. Là, moi, j'accompagne des gens que j'ai aidés à améliorer leur projet, leur plan. On a fait un choix technique. Là, j'ai dit: «Le maçon qui doit travailler avec vous, il doit faire une étude béton. Ça doit être inscrit dans votre devis pour qu'il fasse valider. Alors moi j'avais validé avant, mais j'avais pas fait l'étude béton, tu vois. Et ils ont un maçon qui leur a dit non, 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 mais ça c'est pas possible. Et la cliente m'appelle, elle me dit mais Gwenola, elle me dit que c'est pas possible. Ça veut dire que c'est un maçon avec lequel vous travaillerez pas. Parce que la solution technique que je vous propose, je l'ai vérifiée avec un bureau d'études. Maintenant, si le maçon vous dit que c'est pas possible, c'est qu'il n'est pas habitué à faire ça. Et donc, quand on veut des porte-à-faux, des choses hyper complexes en béton et armé du coup, et des portées de plancher un peu plus importantes, il faut que le maçon il soit habitué. Il y a des constructeurs pareil qui refusent de faire des planchers. Donc les planchers, c'est ce qui fait le plafond de votre maison et où on met les pieds, avec des portées minimales. Parce que ça coûte moins cher d'avoir des petites portées entre les poutres. C'est pour ça qu'il y a des maisons avec des poutres apparentes. Et il y a des maçons qui ne savent faire que ça. Et il y a des maçons qui sont experts. Oui, on le voit sur les chantiers, les maçons qui font des villas incroyables d'architectes avec 0 mur qui tiennent tout seuls. Bon, bah ça demande des études béton en l'occurrence. Donc, faut aussi faire attention à qui on demande parce que si l'artisan sait pas faire, ça peut être une plus-value ou mal fait. Ça veut dire, il va pas dire qu'il sait pas pour garder le chantier et il va pas le calculer correctement. Un maçon, il faut faire vérifier, voilà, par une étude béton toujours. Donc oui, donc pour toi, construire tout seul, faut faire attention. Mais c'est parce que t'es assureur, donc forcément, c'est pour ça, c'est pour ça. t'as un biais, t'as un biais. Moi, j'ai été formé en tant que dessiniste, donc C'est là, ça. tous les jours non plus. Et je pense que dans les faits, sur le nombre de constructions qui se fait dans l'année, les sinistres, ils sont pas si nombreux que ça. C'est quoi la différence entre l'assurance dommage ouvrage et décennale? On l'a un petit peu compris, mais juste pour... Ouais. Bah, sur le fondement des garanties, on n'a pas, c'est-à-dire qu'en fait, la décennale et la dommage ouvrage, ça couvre la même chose. C'est-à-dire qu'à compter de la réception de l'ouvrage, donc pendant les 10 années qui suivent, les mêmes choses sont garanties. Donc c'est l'ouvrage qui est garanti. C'est-à-dire qu'il est ton maçon et tu fais les murs, justement, ces murs sont garantis pendant 10 ans à compter de la réception. En cas de solidité, atteinte à la solidité, atteinte à la sécurité des personnes ou impropriété à destination. En fait, c'est des garanties qui sont exactement les mêmes sur le fond, si ce n'est qu'elles viennent vraiment complémentairement parlant. C'est-à-dire que la dommage ouvrage, c'est juste un confort, un gain de temps. C'est une façon d'économiser du temps. La DO, elle a des délais, c'est-à-dire qu'elle est réglementée. Donc, l'assureur DO doit envoyer un expert. Il a un certain nombre de jours pour se positionner sur est-ce que c'est garanti, pas garanti. Il a un certain nombre de jours pour envoyer un expert. Il a un certain nombre de jours pour indemniser le sinistre, sans se préoccuper des entreprises et des assureurs des autres.
D'accord. Alors que la décennale, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de délai. Les garanties sont les mêmes, mais pour autant, tu peux te retrouver à avoir une indemnisation dans 5 ans, sans problème. J'appelle, j'ai un souci dans ma maison, j'ai remarqué une fissure qui me semble pas normale ou je ne sais pas, j'ai un problème, une fuite par exemple dans ma toiture. Je la déclenche comment? Comment ça fonctionne? Alors, là-dessus, ça dépend des assureurs et ça dépend de chez qui tu as souscrit ta dommage ouvrage. D'accord. Aujourd'hui, on prend mon cas pour commencer par exemple. Si tu as une dommage ouvrage chez OptiRisque et que tu veux déclarer un sinistre, il suffit juste de nous faire un mail. C'est-à-dire que par le biais d'un mail sur notre adresse générique d'accueil traditionnel, nous on va prendre en charge accusé réception, adresser à l'assureur et ensuite on va monter un dossier de déclaration qui D'accord. consiste en un petit formulaire de quelques pages où simplement t'expliques le sinistre, tu récapitules un petit peu quelle entreprise est intervenue, si tu as une estimation des dommages et en quoi ça te gêne. D'accord. Et ensuite, l'assureur envoie un expert et puis on regarde ça ensemble. Après, chez d'autres assureurs, le fonctionnement va être à peu près le même, mais parfois, t'as plus le contact avec la personne avec qui tu as souscrit à l'origine, ou alors elle est partie, ou alors tu n'as plus le mail. Le plus simple, c'est de bien garder ton attestation de l'époque où tu as souscrit, et de faire un courrier recommandé, en expliquant rapidement les dommages. Et le D'accord. recommandé est important parce que ça laisse une trace qui est difficilement contestable, et ça permet d'avoir un retour assez vite. Donc on est d'accord, l'assurance dommage ouvrage, elle est souscrite par le particulier, par la Mhm. personne ou professionnelle, mais la personne, qui fait construire sa maison, Ouais, c'est ça? tout à fait. Même si on passe par un constructeur, c'est nous qui y souscrivons directement via le constructeur, mais le contrat Oui. est au nom de la maison, en fait? C'est ça, le bénéficiaire des garanties, c'est toujours le maître d'ouvrage, donc celui qui fait construire, donc le particulier pour le constructeur. Après, il y a aussi des vidéos sur des opérations différentes, tu vois, sur des bâtiments tertiaires, industriels, des logements, Oui, mais c'est toujours celui qui fait construire, donc qui est à l'origine de la construction. le Et maître d'ouvrage le qui maître d'ouvrage. est toi si tu construis, Ouais, l'ouvrage c'est la maison et le ouais, maître d'œuvre c'est celui qui est en charge de la mise en œuvre, donc de la réalisation de l'ouvrage que toi tu commandes en tant que maître d'ouvrage. Ah ouais, ouais. on est toujours un petit peu perdu en fait Oui, dans ces termes, surtout quand on n'a jamais fait construire. ouais, Et les pros, eux, donc ils n'ont pas d'assurance dommage-ouvrage, ils ont des décennales. C'est ça? ouais, tout à fait. C'est Et ça. qui doit en souscrire des décennales? Ah bah, pour le coup, c'est tous les intervenants à l'acte de construire. Donc là, tu vois, si tu veux qu'on reparle vraiment d'acte de construire, c'est-à-dire que à Ouais, partir du moment où tu t'as acheté ton terrain, derrière, tu vas démarrer des travaux. Donc ça veut dire que tu vas commencer par couler les fondations, terrasser, peu importe. Mais avant ça, tu as même l'étude des sols pour voir ce qu'il y a dans le sol, très simplement, et savoir il va falloir couler et dimensionner les fondations. Et ben, à partir de ce moment-là, tout le monde doit être assuré en décennale jusqu'à la dernière personne qui finit les chantiers, donc qui est peintre, par exemple. donc dès que tu travailles avec quelqu'un qui construit, tu es censé avoir une dommage-ouvrage, donc du dessinateur au Ouais, peintre. c'est ça, tout le monde. C'est ça? Tout le monde, OK. tout le monde. Dès que tu interviens avec le de construire, c'est comme ça. Tu as l'obligation d'avoir une décennale, et pour le coup, cette obligation, elle est pareille, elle est légale, c'est-à-dire que c'est la même chose. De la même façon que la DO, on va pas venir te contrôler en disant vous n'avez pas de décennale, on ferme votre structure. Euh, pour autant, ça n'empêche pas que tu peux être mis en cause sur ce fondement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va prendre Gwenola, le breton designer, par exemple, euh, qui fait des prestations de maîtrise d'œuvre, dans le cadre de Réunion ou peu importe. Si demain t'as pas de décennale, Je fais pas de maîtrise d'œuvre, hein, attention. Je oui, fais de mais tu fais la maîtrise l'architecture d'œuvre. d'intérieur. Mais Tout à oui, fait. Mais ça reste un peu de la maîtrise, ça reste de la maîtrise d'œuvre, ça reste des missions de maîtrise d'œuvre. c'est vrai, Sur ça reste des Paris, missions de tu maîtrise vois. d'œuvre. Tu peux te bosser sans décennale. C'est vrai, j'aurais pu me lancer sans décennale. J'avais pas très envie, mais j'aurais pu. Voilà, tout à fait. C'est une possibilité. Pour autant, ça ne t'exonère pas de ta responsabilité. C'est-à-dire que dans 5 ans, on peut venir te dire, bah voilà, moi j'ai ce problème-là sur ma maison, t'es convoqué en expertise, t'es responsable un petit bout, parce que effectivement, t'aurais dû peut-être donner quelques consignes, t'aurais dû appuyer sur quelque chose sur lequel t'as pas appuyé. Pour autant, t'as pas d'assurance, et il faut quand même que tu payes, tu vois. Donc ça ne change rien à ta responsabilité, c'est juste que tu n'es pas assuré. Et ça voudrait dire quoi? Genre j'ai une responsabilité, donc Ouais. si on vient me chercher, c'est comment une responsabilité? C'est un Alors, pourcentage? C'est un ouais. montant? Comment ça marche? En fait, si tu veux, si on prend un cas hyper traditionnel d'infiltration en toiture, des cas qu'on voit très régulièrement. Un cas de T'as quoi, pardon? J'ai pas un cas compris. d'infiltration d'eau en toiture. D'infiltration. OK, Tu pardon. vois, t'as fait ta maison, t'as fait un toit de terrasse parce que c'est joli, t'as mis une petite toiture végétalisée parce que c'est joli aussi, tu vois. Ah, c'est Et joli. c'est joli, pour le coup, c'est super joli. Et puis en plus, ça a plein de bonnes vertus, bref. Tout à fait, Et thermiquement, tout ça.
Autre sujet. Autre sujet, mais tout à fait, on est d'accord. Et en fait, tu me dis, voilà, il s'avère qu'il y a de l'eau qui passe et tu vois une énorme tache sur ton placo qui arrive. Bon, je dis, je vais faire une déclaration de dommage ouvrage, c'est parti, on dit. L'assureur dommage ouvrage convoque tout le monde, t'es convoqué aussi parce que, bon, là, t'es allé un peu plus loin de tes missions habituelles, c'est pas de l'archi, c'est la maîtrise. T'as supervisé la construction, tu vois. T'as dit, allez, c'est bon, j'y vais. Tout ce que j'aime. Voilà, tout ce que t'aimes, c'est pas difficile, y a pas de problème, il y a des particuliers qui le font, qui le font aussi. Et donc l'expert de dommage ouvrage convoque tout le monde, donc tout le monde vient avec son assureur, avec son expert, pas toi, parce que en fait t'es pas assuré, donc l'assureur il te dit non, tu te débrouilles. En fait t'es pas assuré, donc t'es toute seule. Donc déjà t'es toute seule. Donc pour te défendre face à plusieurs experts, plus l'expert d'assurance dommage ouvrage, tu peux pas, parce qu'en fait t'as pas les codes, t'es pas habitué à ce type de réunion, tu peux parler mais on t'écoute pas, voilà déjà ça. Et après l'expert dommage ouvrage, quand il y a une dommage ouvrage, il va dire voilà, donc le maçon, il va prendre 20% du montant de réparation, l'étancheur 40 et Gwenola 20. Parce qu'elle n'a pas vérifié en faisant son suivi de chantier que l'étancheur il savait faire son travail, que l'étancheur il n'était pas avant vendeur de voiture, tu vois. Okay. Donc voilà, donc l'étancheur il prend ses 40%, mais bon ça va, il est assuré, donc mettons que pour réparer les infiltrations et le placo, il faille 50 000 euros. Toi t'as pris 20% de 50 000, t'as pris 10 000. Et c'est toi qui payes. Ouais. Et on te les réclame. Exactement. Et ça, c'est entre guillemets un petit sinistre, parce que ça peut monter plus haut. Tu m'as raconté des histoires avec des montants plus hauts. Mais oui, moi, c'est exactement pour ça que j'ai choisi de prendre une assurance décennale. Il y a beaucoup de gens qui font mon métier en archi d'intérieur ou en décoratrice qui ne s'assurent pas en décennale. En décoratrice, normalement, elles sont pas censées, parce qu'elles sont pas censées toucher même à une cloison, parce que souvent, c'est le gros débat. Est-ce que si on touche à une cloison qui est pas porteuse, c'est bon. Moi, j'ai eu le cas avec quelqu'un qui veut rénover un appartement et il me dit non, on veut juste casser des cloisons pas porteuses. Vous êtes en copropriété, c'est pire. Vous devez demander une étude pour valider n'importe quoi. Vous touchez à la cloison, c'est quelque chose des années 70. Il suffit que la cloison soit devenue porteuse. Parce qu'il y avait des murs porteurs qui ressemblent à des cloisons, c'est pas toujours très simple dans les années 70-80. Et je lui dis, s'il y a un truc sur l'immeuble et que vous avez pas fait l'étude qu'il fallait, les copropriétaires, ils vont vous tomber dessus. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Pour une maison particulière, c'est pareil. Et donc voilà, les décoratrices n'ont pas besoin de décennale puisqu'elles touchent pas à la structure. Elles ne sont pas censées faire de suivi de chantier non plus. Comme tu disais, l'acte de construire, c'est aussi suivre le chantier, donner des ordres ou valider des choses. Et ça, c'est hyper important. Et moi, c'est pour ça que je voulais absolument une décennale pour me lancer. Je touchais à des plans. Et pareil, dès qu'on touche à des plans, notre responsabilité, elle est mise en... Elle est mise en cause. En fait, tu peux être mise en cause. Mais c'est toujours pareil. C'est un peu la loterie. C'est-à-dire que s'il se passe rien, t'as pris un risque et il s'est rien passé, t'as gagné. Passe quelque chose, t'as perdu beaucoup plus gros, quoi. C'est surtout ça, en fait. C'est comme quand tu loues une voiture, est-ce que je prends le rachat de franchise? Il ne m'arrivera rien. Ouais. C'est ça. Non, mais ils me font chier avec leur option à 300 balles quand je loue une voiture, franchement, en cours de jour. C'est exactement ça. Même ta maison. Toi, aujourd'hui, t'es propriétaire de maison, tu vois. T'es censé assurer ta maison, t'as l'obligation d'assurance. Tu l'assures pas, elle brûle. C'est pour toi. Mais bon, c'est quoi les chances qu'elle brûle ta maison? Pas énorme, une fine. Il n'y en a pas tant que ça, des maisons qui brûlent, tu vois. Faut regarder les chiffres, j'en ai infinité. Mais ça arrive pas tous les jours. Pour autant, tu le fais, tu vois. Oui, non, mais c'est vrai que pour poursuivre des discussions sur le sujet, l'assurance dommage ouvrage, ça reste un sujet. L'assurance décennale, un peu moins. Alors, c'est plus un sujet entre décoration et architecture d'intérieur. Entre ceux qui souscrivent pas, ceux qui mettent des petits mots sur leur plan et tout. Et puis c'est encadré. Moi, je vois la mienne, il y a des choses que je dois faire. Je parlais de l'exemple tout à l'heure de la demande technique que j'ai fait à mes clients, sachant qu'ils étaient en autoconstruction, donc ils vont gérer eux-mêmes le chantier. J'ai bien précisé qu'ils doivent avoir cette mention que le maçon doit vérifier la faisabilité. Moi, je l'avais vérifié en amont, parce que j'ai des contacts chez des fournisseurs de planchers. Et là, hier, la cliente m'envoie, c'est bon, on a tel maçon, il nous a mis l'étude dedans, et je connais le maçon parce que c'est un projet qui est pas loin de chez moi, donc je sais que c'est un maçon qui est habitué à faire des grosses structures. Mais ils ont quand même eu un maçon qui a dit que ça pouvait pas se faire. C'est pas que ça peut pas se faire, c'est qu'il savait pas faire. Donc ça, c'est hyper important. Comment on sait si un professionnel est assuré en décennale? Tu ne peux pas savoir. Non, mais je ne peux pas savoir. Ah non, c'est pas pratique du coup, parce qu'on me dit qu'il faut qu'ils les aient, mais en même temps, je peux pas vérifier. Non, mais en fait, tu peux jamais être sûr à 100%. Pourquoi je te dis ça? Parce que... C'est pas rassurant ce que tu me dis.
Non, mais la façon la plus simple de le savoir, c'est de demander son attestation d'assurance. Aujourd'hui, chaque début d'année ou à chaque date d'anniversaire de contrat, qui est souvent au début d'année civile, les assureurs fournissent une attestation d'assurance à l'entreprise qui est assurée. Ok. Cette attestation, c'est une présomption. Ça veut dire que ça implique que, généralement, 99% du temps, l'entreprise est bien assurée en RC et en décennale. Pour autant, il y a deux choses quand même qui arrivent, c'est qu'il est possible que l'entreprise n'ait pas payé sa prime d'assurance. D'accord. Et auquel cas, s'il n'a pas payé sa prime d'assurance, tu peux très bien avoir une mauvaise surprise en cas de sinistre, des années plus tard, en disant, bah, en fait, l'entreprise Intel, à l'époque, certes, elle nous a fait votre chantier, mais nous, on nous a jamais payé, donc je vous garantis. Mais ça, tu peux pas le savoir vraiment. La façon de le savoir, si tu veux vraiment faire les choses à fond, c'est de prendre l'entreprise, de lui demander son attestation d'assurance décennale et de lui redemander chaque mois, ou toutes les 2 semaines, tu vois, si tu as envie de le faire bien, avec une nouvelle mention de la date d'édition. Comment se faire Parce que, détester par son artisan avec de la voilà, paperasse? exactement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends ton maçon, mettons début janvier, et là, sa décennale, il te la fournit son attestation d'assurance. Il démarre les travaux, je sais pas, mi-février, parce que son intervention, elle est là. Tu peux lui redemander sa décennale avec écrit sur l'attestation, édité le 15 février. Et là, c'est forcément qu'il est à jour de ses cotisations parce que l'assureur ne va pas délivrer une nouvelle attestation qu'il n'a pas payée. D'accord. Autant, rien n'empêche aujourd'hui des entreprises de faire des faux. Ça arrive, on a un métier où il y a beaucoup de faux en assurance, sur la partie attestation. Là, il y en a beaucoup. On n'en voit pas souvent. Moi, je suis une petite structure d'autant plus, donc on en voit peut-être un ou deux par an, tu vois. Mais ça existe, c'est pas très difficile à faire, je pense. Et pour le coup, je ne fais pas de faux moi, petite personne, mais je pense pas que ce soit difficile à faire. Et voilà. Après, il y a des mentions obligatoires à vérifier qui sont importantes. Parce qu'une attestation d'assurance, pour détecter justement le vrai du faux, il faut qu'il y ait des mentions qui existent à chaque fois. Tu peux Ces nous mentions, les donner, s'il te plaît? ouais, il faut que te les donner. Il y en a quand même beaucoup, mais on peut donner les principales. Il faut qu'il y ait le numéro de SIRET de l'entreprise. D'accord. Obligatoire. Il faut qu'il y ait la mention des articles du Code civil 1792 et suivants, qui justement parlent de la décennale. Ça, c'est hyper important. Il faut qu'il y ait une signature de l'assureur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signature, c'est peu probable que ce soit l'assureur qui les fait. D'accord. Il faut qu'il y ait une date de validité de début et de fin. Ok. C'est-à-dire que généralement, l'attestation est valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours, mais il est possible que ce soit d'autres dates. Mais il faut bien qu'il y ait une date de début et de fin. Et il faut qu'il y ait effectivement la mention des activités pour lesquelles l'entreprise est assurée. Et c'est là que c'est surtout important, c'est ces mentions-là qu'il faut regarder en priorité. Pourquoi? Parce que si tu as une entreprise qui réalise ta maçonnerie, il faut qu'elle soit assurée pour l'activité de maçonnerie. Oui, parce que c'est écrit dans la décennale pourquoi on est assuré, hein, c'est ça? Exactement. Exactement. Tu peux jouer sur les mots autant que tu veux. C'est-à-dire que tu peux t'assurer pour de la couverture. La couverture, il faut regarder les définitions, parce que c'est pas forcément de l'étanchéité. Ou c'est pas forcément tel type de couverture. Et Et ça, quand tu dis étanchéité, c'est les toits plats. La couverture, ouais, c'est c'est de ardoise, l'ardoise ou de la zinc tuile. Voilà, tout à ou de fait. la tuile. Et ah C'est ça. d'accord, ok. Et un couvreur n'est pas forcément étanchiste. Oui, c'est vrai, en même temps, Ouais, des fois, c'est des c'est vrai. entreprises complètement différentes. C'est ça. Et c'est vraiment, et tu vois, sur la partie assurance pure, si on prend cette différence, cette distinction entre couverture et étanchéité, un Ouais. couvreur va payer beaucoup moins cher d'assurance qu'un étancheur. Un étancheur et les primes d'assurance sont très élevés. Et si en plus il n'y a pas écrit étanchéité et toiture végétalisée contre toiture végétalisée, c'est que l'entreprise n'est pas assurée sur la toiture végétalisée. La dommage ouvrage, elle est aussi pertinente pour ça, c'est que l'assureur dommage ouvrage, avant de valider ton contrat DO, va s'assurer que toutes les entreprises sont bien assurées. Donc eux, Oui. ils font ce travail à ta place. Parce que de toute façon, l'assureur DO, si ces entreprises ne sont pas assurées, lui, il ne pourra pas aller chercher l'argent, il ne pourra pas aller exercer son recours sur les assureurs des responsables. Et on peut appeler l'assureur? Est-ce qu'on peut se dire, Tu moi, peux, je veux vérifier? tu peux appeler l'assureur. Après, c'est pas discret, il n'y a pas d'obligation. Ok, d'accord. Moi, le parti pris, c'est que je le fais. Tu vois, ça nous arrive par contre fréquemment qu'on ait des gens qui nous appellent parce qu'ils veulent savoir si telle entreprise a bien payé sa prime ou est bien assurée pour telle activité. Donc, pour l'instant, on n'a jamais eu le cas où c'était pas le cas, justement. Ouais. Mais quand l'entreprise, elle a payé sa prime et qu'elle est bien assurée, évidemment, qu'on est bon, tu vois, moi, je réponds que oui. C'est pas de sujet, Oui. le but, c'est pas de mettre à mal un client, alors que Non, il est carré, tu c'est ça. vois. Je ne vous répondrai pas. Ouais. Il pourrait perdre son chantier, il serait Bah ravi. oui, ça n'a aucun sens. Et on est d'accord, l'assurance dommage ouvrage, on doit la souscrire avant le démarrage du chantier parce qu'après on pourra plus. Non, ça c'est pas vrai.
Ah, c'est pas vrai? Ok. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Je sais pas trop d'où ça sort, cette espèce Je sais pas, moi c'est ce qu'on de m'avait dit règle. aussi, donc tu Ouais, vois. ouais, mais moi, la plupart des gens, à une époque, on faisait beaucoup de majorage de particuliers. Maintenant, on en fait moins, mais à l'époque, on faisait beaucoup, beaucoup. Et à chaque fois, systématiquement, on faisait ça. Moi, je démarre mon chantier dans 2 semaines, il faut que je sois dehors. Non, non, pas du tout. Aucune obligation. Il faut qu'elle soit souscrite avant la réception définitive du chantier. Ah, Ça, c'est d'accord. indispensable, parce qu'une fois que le chantier est réceptionné, donc tu as ton PV de réception signé de toutes les entreprises, là, tu peux plus souscrire. Ça, c'est sûr. Mais Ok. avant ça, bon, il y a des assureurs qui t'embêtent un petit peu, qui vont te dire, ah, quand même, le chantier est démarré depuis 6 mois. Mais bon, dans les faits, D'accord. c'est pas du tout la réalité. Aujourd'hui, tu Ok. peux souscrire chez quasiment n'importe quel assureur une dommage ouvrage pour un chantier qui est en cours de construction. Et par exemple, si on trouve pas d'assureur qui veut nous assurer pour une raison X ou Y, comment on fait? Si les assureurs veulent pas t'assurer en DO, c'est quand même qu'il y a un vrai sujet de chantier, tu vois. D'accord. C'est que ou tu construis sur une ancienne déchetterie et que de toute façon il faut vraiment pas construire là, voilà. Ouais, de Ou que tu as construit sans oui, permis de construire. Et pareil, il faut s'arrêter tout de suite. Non, mais si jamais ça arrive vraiment, ce qui est possible en soi, c'est on peut te dire non. Si tu as plusieurs refus, tu peux aller voir ce qu'on appelle le bureau central de tarification. OK. Ce Qu'est-ce que bureau central de c'est? tarification, c'est un organisme de l'État qui va contraindre un assureur à t'assurer. D'accord. C'est-à-dire Donc qu'en même fait, s'il t'a dit non avant, il sera hmm, obligé? ouais, en fait, tu vas voir le bureau, donc ça s'appelle le BCT, Bureau Central de Tarification. Tu vas aller voir, tu leur dis, bah, moi, j'ai 3 refus de 3 assureurs, donc personne ne m'a assuré. Trouvez-moi une solution. D'accord. Et donc, le bureau de certification va rediriger ta demande vers un assureur, et l'assureur va être contraint de te faire une proposition d'assurance pour t'assurer. Attention, il y a un piège quand même. Sinon, c'est trop beau. C'est que l'assureur, il met le prix qu'il veut. Donc, en fait, si l'assureur, il te dit, bah, ok, moi, je t'assure, par contre, au lieu de payer 5 000 euros de dommage ouvrage, c'est 25, bah, et ça existe pour toutes les assurances obligatoires. Donc, ça existe aussi pour l'assurance automobile. Ça existe pour les décennales. Aujourd'hui, toi, tu vois, Gonolin Breton, si tu as envie de faire de la maçonnerie demain, tu te dis, allez, c'est bon, je me lance, je vais faire des maisons, mais Je je suis ne pense maçon. pas. Allez, Ouais, je suis go, maçon, je me on y lance. va. Les assureurs vont pas t'assurer parce qu'ils vont te dire, Madame Le Breton, je suis désolé, mais vous n'avez pas de diplôme ni de formation dans la maçonnerie, donc on ne s'assure pas. Et là, tu peux aller voir cet organisme qui, lui, va obliger un assureur à t'assurer. D'accord. Et par contre, au lieu de payer peut-être en démarrage 2500 euros par an de décennale ou 3000 euros de décennale par an, tu vas peut-être payer 15 000. Voilà. Bah, c'est vrai qu'une décennale, c'est cher, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pros Oui, qui en prennent pas, quand ils se lancent. c'est ça. Mais c'est cher, il faut aussi comprendre pourquoi c'est cher. C'est que c'est cher parce qu'en Ah fait, oui, non mais je chaque dis c'est année, cher, faut le c'est souvent. sortir quand tu te Oui, il faut le lances. sortir, bien Mais sûr. je veux bien que tu C'est expliques ça. pourquoi c'est cher, c'est intéressant. Mais ouais, il faut comprendre que c'est des contrats d'assurance qui vont être amenés à être des indemnisations potentielles sur 10 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu payes très simplement 10 000 euros d'assurance par an, ta décennale elle coûte 10 000. Tu vois, on va prendre n'importe quelle activité, tu payes 10 000 euros par an. Tous les chantiers que tu as fait cette année-là, donc qui ont démarré cette année-là, il faut prendre ces 10 000 euros et les diviser en 10 pour les années suivantes. Ça veut dire qu'en fait, finalement, ta décennale, elle te coûte 1 000 euros par an pour payer peut-être 30 chantiers. Donc en fait, c'est pas si cher que ça, tu vois. Parce que mine de rien, si dans 5 ans, tu as 2 sinistres qui t'ont coûté 5 000 les deux, bah t'avais que 1000 euros d'assureur, il a que 1 000 euros pour les payer ces sinistres. Donc en fait, tu as quand même gagné de l'argent. Cette division sur les 10 prochaines années fait que en fait, c'est pas si énorme que ça. Qu'est-ce qu'on risque quand un pro travaille hors de son champ de garantie? Par exemple, un étancheur a fait une toiture végétalisée, mais c'était pas dans sa décennale. Est-ce que ça change quelque chose pour nous en tant que particuliers si on a fait construire sa maison ou pas? Ouais, ça change quelque chose, bah, c'est qu'en fait, du coup, ta toiture végétalisée n'est pas garantie. Donc si elle fuit, bah, y a Là, personne tu qui paies va pas. venir me rembourser en fait. Ah ouais. Dans la théorie, c'est ça. Dans la Ok. pratique, c'est un petit peu différent parce que il s'avère que ta toiture végétalisée, elle est quand même forcément sur le mur maçonné, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, l'étancheur, il a fait ça sur le travail du maçon, euh, donc généralement, le maçon, il est assuré. Enfin, si le maçon, on va dire que si le maçon est assuré, il va quand même être appelé à la cause et l'expert ou peu importe les juges, si ça part au judiciaire, de manière générale, vont essayer de faire en sorte que ce soit l'assureur du maçon qui prenne en charge la totalité du sinistre, parce que c'est le seul qui est assuré. C'est un peu injuste, mais la réalité c'est ça. Euh, Aujourd'hui, pour autant, il n'est pas impossible que l'entreprise qui a fait la toiture végétalisée soit quand même mise en cause sur ses fonds propres. Mais là, c'est différent parce que du coup, pour toi particulier,
Si l'entreprise elle est un petit peu éduquée ou que en fait elle est simplement pas solvable, elle deviendra pas solvable si elle l'est. C'est-à-dire qu'en fait tu reverras rarement tes sous et là tu as une vraie non garantie. C'est-à-dire que si une entreprise fait un lot pour lequel elle n'est pas assurée, elle n'est pas garantie. Point barre. Et l'assurance dommage ouvrage, elle peut couvrir ça puisqu'elle avance les fonds? Ouais, tout à fait. L'assurance dommage ouvrage, elle couvrira. Par contre, l'assurance dommage ouvrage, si elle a fait son travail correctement, elle s'est rendue compte avant de faire le contrat de dommage ouvrage que l'entreprise était mal assurée. Donc là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Enfin, elle a déjà mené des actions en amont qui fait que l'entreprise est de façon assurée. Et si demain, toi, tu fais ton chantier, tu vois, on réunit toutes les décennales parce que l'assureur dommage ouvrage, quand tu la mets en place, il va te demander les décennales des entreprises et leur devis. Et il va mettre en corrélation le devis et la décennale. S'il voit qu'il y a un problème dans la corrélation, s'il voit Ouais. que l'entreprise elle a fait de la toiture végétalisée qu'elle n'est pas couverte pour, elle va te dire, là on a un problème, il faut que vous alliez demander une extension de garantie à votre assureur, ou il faut changer d'entreprise. Mais tu n'auras pas ta DO tant que une de ces actions n'est pas faite. D'accord. Donc l'assureur DO, il s'est arrangé en amont pour être certain que tout le monde serait garanti si demain il y a un sinistre. Oui, il est pas fou. Il est pas folle, la guêpe. Pas fou. Sinon, il est à perte complètement. Ouais, c'est ça. Et si par exemple j'ai pris un maçon et que je vois que c'est un sous-traitant qui est arrivé? Ouais. Après, le maçon, il fait un peu ce qu'il veut. Dans les faits, là-dessus, il n'y a pas trop de sujet assurance. Le maçon, il est censé, lui, s'assurer que son sous-traitant ait été lui-même assuré. D'accord. Mais s'il l'est pas, c'est lui qui assume la responsabilité de son sous-traitant. D'accord. Oui, puisqu'on signe le devis avec notre maçon et que s'il Voilà. fait venir un collègue parce que pour coup de main ou autre, ça C'est ça. reste celui qui a signé le devis qui est responsable. Ok. C'est ça, c'est celui qu'on appelle le locateur d'ouvrage. Donc quand on veut lancer son projet, maître d'œuvre, archi, même avec un constructeur d'ailleurs, et encore plus en autoconstruction, on demande les décennales, on vérifie bien les champs d'action et on vérifie en plus, on redemande au moment du lancement du chantier, que tout le monde est à jour. Si mon chantier démarre début décembre et qu'en fait mon maçon met 2-3 mois à finir ma maison, ouais. Il est sur 2 années à cheval, on est d'accord, faut que je demande sur 2 années. Non. Non. En fait, non, c'est différent. Aujourd'hui, la décennale, elle s'applique pour les dates de démarrage des travaux. Donc les dates, tu sais, il y a un truc qui s'appelle la DOC ou la DROC avant, la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier. D'accord. Et ce document-là, c'est un document qu'il faut faire en mairie. Donc tu vas en mairie, maintenant ça se fait en ligne, hein, beaucoup d'ailleurs. Tu déposes ton document en mairie ou en ligne et tu as une date d'ouverture de chantier. On va dire qu'elle est au 15 décembre. Il faut que toutes les entreprises qui interviennent sur ton chantier soient assurées en décennale au 15 décembre. Ça veut dire que ton maçon, effectivement, il faut qu'il soit assuré à cette période-là, mais en général, tu l'as choisi quand même parmi les premiers, donc tu as sa décennale de l'année en question, tu vois. Par contre, si demain tu fais intervenir ton, je sais pas, chauffagiste, j'en sais rien, ton chauffagiste, peut-être que tu vas le sélectionner qu'en avril de l'année d'après. Et ben lui, il faut quand même sa décennale de l'année d'avant au 15 décembre. Ah ok, donc c'est presque l'inverse, il faut plus, c'est en N-1 finalement. C'est ça. Ok. C'est ça. Et de la même façon, si tu as ton bureau d'études de sol, par exemple, l'étude de sol, tu vas la faire en amont. Tu vas la faire pas le 15 décembre, tu vas le faire le 15 août, peut-être, tu vois. C'est sûr qu'une étude béton va être faite le 15 août, Bon, ok, peut-être pas le 15 août. Le 16. On va dire que le 15 août était un lundi et qu'ils viennent le 16. Parce qu'ils font pas le pont. Et qu'ils viennent le 16, exactement, tout à fait. Et qu'ils sont pas en vacances. Bon, ok, on va dire que ton étude de sol ou ton étude de structure, elle est faite en septembre. Tu as moins de risques, effectivement. Effectivement. Il faut que celui qui fasse l'étude soit assuré, non pas au 15 septembre, mais au 15 décembre. Donc il faut que sur la station, il y ait écrit qu'il soit assuré jusqu'au 15 décembre, à minima. D'accord. En fait, c'est vraiment cette date-là qui fait la sélection des garanties. Ok. Et au-delà de la décennale, il y a d'autres documents à demander pour vérifier? Alors, oui, tu peux demander attestation de vigilance sur ça, tu peux demander plein de choses, mais ça, tu peux demander CABIS pour voir que l'entreprise elle est bien créée, qu'elle existe, qu'elle a un numéro de sirène, demander les pièces d'identité de gérant. C'est toujours bien d'avoir des traces de qui sont les entreprises. Tu peux aller voir sur Internet, maintenant tu as plein de sites, il y en a qui est très connu, qui s'appelle Papers. Dessus, tu peux voir tout un tas d'informations sur les entreprises parce que tout est public, in fine. Et ça coûte rien de se renseigner sur les finances de l'entreprise parce que le risque principal pour un maître d'ouvrage, c'est que la boîte qu'il a choisie, elle coule en cours de travail. Oui, il faut aller chercher un remplacement. Mais sinon, pour cette partie risque, en tout cas, l'important, c'est vraiment la décennale. Pour ton ouvrage à toi, tu vois, en tant que particulier, et pour être sûr que ce soit bien fait, c'est vraiment la décennale.
Est-ce qu'il y a d'autres assurances? Par exemple, quand j'achète un terrain, est-ce que je dois faire assurer mon terrain? Est-ce que je dois faire assurer, mon chantier? Comment ça se passe? Est-ce qu'un constructeur assure automatiquement, le chantier ou est-ce que je dois prendre des assurances en plus? C'est quoi mes responsabilités en tant que maître d'ouvrage Ouais. vis-à-vis de mon terrain et de mon chantier? Ouais, c'est vrai qu'on a parlé de desserts, mais on n'a pas parlé de toutes tes responsabilités, parce que, en fait, t'en as d'autres quand même. Aujourd'hui, si t'es maître d'ouvrage, tu t'achètes ton terrain. Tu dois pas faire assurer ton terrain, parce qu'en fait, le terrain, craint pas grand-chose, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de chances que ça cause un dommage à un tiers, ou que toi, ton terrain soit endommagé. On va te dire peut-être que ton terrain, si demain quelqu'un vient jouer dessus et qu'il se plaise dessus, t'es responsable. C'est pas tout à fait vrai, c'est plus une notion américaine, tu vois. Ça, les Américains, ils sont forts pour ça. Ils Pour sont se très dire, forts. attention, ouais, je me suis tordu la cheville sur votre terrain, il n'était pas protégé, vous me devez 50 millions de dollars. En France, c'est quand même pas tout à fait le cas, tu vois. OK. En France, c'est quand même pas le cas. Tu t'es blessé sur un terrain, aujourd'hui, tu vas rarement aller chercher qui est propriétaire de ce terrain, tu vois. Oui, tu fais pas trop Bah, le malin écoute, parce que théoriquement, tu avais voilà. pas le droit d'y aller, quoi. Mmh. Voilà, c'est ça, déjà. Donc, en général, ça n'arrive pas trop. Par contre, une fois que le chantier est démarré, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi, tu es à l'initiative d'une opération de construction, donc à l'initiative d'un chantier, c'est toi qui es responsable du chantier. D'accord. On va prendre le cas typique de tes artisans, ils viennent, tu es dans un lotissement en construction, tu fais ta maison, tu as acheté un terrain à bâtir et tu fais ta maison. Les voiries sont déjà construites. C'est-à-dire que tu as toutes les voies goudronnées magnifiques que le lotisseur a fait. Et tes artisans, c'est des super gars, mais ils sont un peu bourrins, ils viennent avec des gros camions, ils viennent à monter une grue et tout, et en fait, ils dégomment la voirie. Et ben, Ouais. comment tu fais pour savoir qui va réparer la voirie? Et ben, en fait, c'est toi. C'est toi, maître d'ouvrage, qui est responsable de la voirie, parce que c'est trop compliqué d'aller identifier qui a fait quoi. Entre le maçon, le terrassier, celui qui a fait les réseaux, bref, ils sont venus à 50, et ils ont tout dégommé, mais c'est toi, en première ligne, qui est responsable. Alors après, oui, tu peux t'amuser à aller chercher quel camion a fait quoi, mais dans les faits, tu n'y arriveras pas. Et de toute façon, c'est toi, maître d'ouvrage, qu'on va venir chercher. Donc ça, c'est ta responsabilité civile en tant que maître d'ouvrage. D'ailleurs, quand on construit, petit, conseil bonus, quand on construit un lotissement ou dans une rue un peu finie, moi ça m'est déjà arrivé, avec un beau pavage, avec des petits pavés, tu sais, avec l'herbe qui passe entre chaque Ouais. et tout. Et forcément le terrain était au fond du lotissement et là, en fait, bah, j'emmène, mon collègue conducteur de travaux pour faire un point, pour finaliser le budget, en fait. Mhm. Et là c'était pas la panique, mais OK, ça, là, quand un camion point P va faire demi-tour, quand une pelle va faire demi-tour, ça va être complètement dégommé. Enfin, voilà, ils vont Tu faire m'étonnes. demi-tour sur place, c'était pas si grand, on voit bien ce que ça donne sur un goudron, donc sur des pavés qui coûtent une blinde. Donc on recommande dans ces cas-là un passage d'huissier avant le démarrage du chantier, vérifier, parce qu'il peut y avoir des POC faits par d'autres, enfin fait avant l'intervention sur votre propre chantier, et ça, faut que vous ayez l'état des lieux. Une bouche d'égout abîmée, un rebord de Ouais. trottoir, vous pouvez être sûr, sinon vos voisins vont vous tomber dessus en disant que c'est vous et personne n'aura vérifié avant. Donc un petit constat d'huissier peut être intéressant, et Ouais. surtout ne pas sous-estimer les protections. Pour ce chantier-là, en l'occurrence, on avait protégé tout l'accès avec des plaques d'OSB. Donc en Ah fait, ouais. ouais. Bah oui, parce que sinon il y Ah ouais. avait aucun moyen pour les livraisons, livraison de Ouais. béton et tout. Donc là, c'était, ouais, on avait chiffré au contrat CCMI la protection de la voirie qui était publique, hein, qui Ouais. appartenait à plusieurs personnes, mais tout avait été recouvert de planches d'OSB pour que justement les manœuvres n'abîment pas l'existant. Sinon, ça aurait coûté un bras. Et en tant que constructeur, parce que là pour le coup, moi j'étais dans un cadre de CCMI, c'est Ouais. sur le constructeur qu'on peut se retourner ou est-ce que c'est sur Ouais, le particulier alors aussi? justement, le CCMI quand même protège bien le particulier, parce qu'en fait, CCMI, comme il fait les travaux clé en main, forcément, c'est lui qui est responsable, tu vois. C'est-à-dire Mmh. que, juridiquement parlant, purement juridiquement parlant, ça reste le maître d'ouvrage, donc ça reste celui qui fait construire qui est responsable. Mais quand il y a un CCMI, tu te poses pas trop la question de qui va faire, parce que de toute façon, c'est lui. Point barre. OK. Par contre, tu vois, quand tu as un maître d'œuvre ou un archi et que tu as tout un tas d'entreprises sans constructeur, donc on va dire 15 marchés, 15 entreprises différentes, là c'est toi qui es responsable. En première ligne, c'est toi qu'on met après. Ouais. Et tu vois, tu parles de pavé qui coûte cher, mais il y a des cas encore plus complexes, des maisons mitoyennes. Parce qu'en fait, si tu fais rénover une maison, ta Ouais. maison perso, et qu'elle est accolée à celle du voisin, bah t'as intérêt à faire gaffe à ce que tu casses. Parce que le Oh, bien moindre sûr. choc, ça fait fissurer toute la baraque à côté. Et là, c'est Ouais. toi qui es responsable. Bah ouais, Non, non, mais c'est pour ça qu'on constat d'huissier, c'est pareil dans des zones, hyper tendues. Dès que ouais, tu construis au bord de la mer ou dans des endroits, un petit peu, huppés,
on va Ouais, dire, où tu as des gens qui ont du temps et souvent, ouais. de l'argent, hein, faut pas se le cacher. C'est aussi des gens qui peuvent, du coup, être un peu plus procéduriers. Les Ouais. voisins, c'est toujours très compliqué, donc vraiment les constats d'huissier, avant de démarrer, oui, ça coûte plusieurs centaines d'euros, Mm. effectivement. Si vous êtes dans une zone, alors si vous construisez au milieu de la pampa avec personne, et Mm. encore, vous pouvez tomber sur des gens pénibles, mais si vous construisez, dans un endroit un petit peu serré, avec un petit passage pour faire les livraisons, qui est pas ouf, et que là, il y a un accroc, Mm. si vous faites pas passer un huissier, si l'accroc, il date de avant, que personne l'avait vu et que la personne a dit: «Bah tiens, il y a eu un chantier, je vais aller les chercher» et Mm. voilà, bah vous êtes pas couverts. Enfin, Ah ouais, c'est sûr. c'était Non, mais c'est pas sûr. Et responsable pour autant. Effectivement, un conseil, ça coûte quelques centaines d'euros, comme tu dis, mais en fait, sur un coût de construction global, est-ce que c'est vraiment tant que ça? Je pense pas. pas forcément, effectivement. Et donc, comment on assure son chantier? Ouais, donc du coup, donc ça, t'as cette partie, vraiment, les dommages qui sont causés au tiers, qui est importante, mais tu peux aussi choisir, toi, si tu as envie de garantir ton ouvrage au fur et à mesure qu'il se construit. D'accord. Et tu as vraiment deux cas distincts. Tu as les gens qui font construire une maison neuve, donc vraiment ta maison, elle part de fondation jusqu'à la réception finale, donc une fois terminée, et ensuite la remise des clés et le réseau. Il y a dans ces cas-là ce qu'on appelle une garantie de tout risque chantier. Donc tout risque OK. chantier, c'est comme une assurance tout risque en voiture, hein, c'est pour ça que on l'appelle comme ça. Le vrai nom des assureurs, c'est ce qu'on appelle, c'est une garantie de dommages en cours de travaux, ça s'appelle. Ah, c'est D'accord. un peu moins parlant, tu vois. Mais Ouais. l'idée, c'est de garantir l'ouvrage au fur et à mesure qu'il se construit contre les mêmes choses qu'une assurance habitation. D'accord. Ça veut dire que du coup, si demain tu as des intempéries, tu as un incendie, tu as du vandalisme, tu as un dégât des eaux, et ton ouvrage, il est assuré au fur et à mesure qu'il avance. Et ça peut Alors, protéger des vols de chantier aussi? Par exemple, il y a une livraison, je sais pas, de placo, de cuisine, de briques, d'isolant? tout à fait. Ça peut protéger les vols de chantier. Alors, il faut être hyper vigilant parce que c'est pas des choses qui sont incluses d'office, c'est souvent des options. OK. C'est souvent des choses qui sont en plus, c'est souvent, voilà. Ça peut, mais ce qui est important à savoir, c'est que souvent ces garanties-là, elles sont surtout là pour protéger le chantier d'un gros événement. Donc, Mmh. beaucoup de l'incendie, et en fait, le risque, il est surtout à la fin. C'est-à-dire que quand tu arrives à quelques semaines avant la réception, ta maison est finie, Ouais, quasiment, et du coup, si elle brûle, faut tout refaire. Et c'est là que tu as un enjeu financier important. tout Et à fait. le risque, ce que l'assureur peut le couvrir, c'est surtout ça. Donc le vol de chantier l'est un peu moins du fait d'une franchise. Généralement, la franchise sur cette garantie, donc ce qui reste à la charge du particulier, elle est de l'ordre de 3 à 10 000 euros quand même. Donc en fait, si tu as 10 000 euros de franchise et que tu t'es fait piquer tout ton placo, bon, peut-être que ça couvre à peu près ta cam. Mais 10 000 balles de franchise, ça couvre quand même pas tant que ça, tu vois. Non. L'idée, c'est vraiment de se dire, on couvre l'effondrement, on couvre l'incendie, on couvre la tornade, tu vois. OK. Et il y a une distinction entre justement cette construction neuve et la rénovation d'un bâtiment existant, parce que cette garantie de risque chantier, elle ne couvre que des travaux neufs. Et elle D'accord. ne couvre pas l'existant. Quand tu rénoves quelque chose, tu as un bâtiment existant, tu as un truc qui reste. Et donc là, il faut assurer en plus l'existant pendant les travaux, Mmh. Oui, logique. OK. si tu veux couvrir ça. C'est, super intéressant. J'avais jamais été dans autant de détails d'un point de vue assurance, donc merci beaucoup. Et du coup, comment on passe de l'assurance chantier à l'assurance habitation? Est-ce que c'est la livraison de chantier qui fait foi? Comment ça Ouais, chevauche? Comment ça se passe? en fait, aujourd'hui, juridiquement parlant, dès lors que tu signes ton PV de réception en fin de chantier, l'ouvrage t'appartient. C'est-à-dire que la terre D'accord. est transmise de l'entreprise à toi, maître d'ouvrage. Donc c'est à partir de ce jour-là que théoriquement tu dois souscrire ton assurance habitation. D'accord. Pour autant, aujourd'hui, tu peux souscrire un petit peu avant, tu peux souscrire un petit peu après. Il n'y a pas, enfin, c'est toi et ta gestion de ton risque, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Nous, on a déjà eu des cas pour des promoteurs ou des constructeurs de maisons qui, en fait, réceptionnaient un jour et décalaient la livraison, la remise des clés au client. Parce que ça arrive, en fait, tu peux dire, on fait la réception un vendredi, et puis le client, il emménage que le week-end d'après. Donc, tu as une semaine où la maison n'est pas couverte. Mmh. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est toujours un peu le problème, c'est de se dire comment on fait. Et il faut que l'assureur habitation arrive, veulent te couvrir quand même, malgré le fait que t'aies pas eu les clés, tu vois. Mais c'est un détail, parce qu'en fait, Ouais. sur ces sujets, il n'y a pas trop de négo, il n'y a pas trop de sujets. OK. Donc ça se suit, de manière fluide et puis si on reste chez le même assureur, j'imagine qu'ils sont habitués à faire les Ouais, alors c'est quand même assez peu probable parce qu'en fait, ah l'assureur ouais? tout risque chantier ou l'assureur dommage ouvrage, C'est pas les mêmes? c'est rarement le même assureur qu'une assurance habitation. Ah d'accord. OK. Parce qu'en fait, l'assurance habitation, c'est quelque chose
une solution d'assurance qui est distribuée peut-être par, je sais pas, une centaine d'assureurs en France, j'imagine. Alors Ok. que la dommage ouvrage, quand tu es particulier ou quand tu es constructeur de maison individuelle, on parle de 3, 4, peut-être 5 assureurs français. Tu vois. Ok. Donc en fait, et souvent, Alors, ces dommage ouvrage et assureurs-là, assurance tout risque chantier aussi, alors. ouais, en fait, de toute façon, quand tu souscris ta dommage ouvrage, la tout risque chantier Elle vient est avec. souvent packagée ou Ok. proposée avec, ou quoi. Tu peux souscrire une tout risque chantier ailleurs, c'est possible, mais c'est rare, tu vois, et ça a peu de sens. Parfait. Assurance dommage ouvrage et décennale. Faut pas attendre 1 an avant la livraison pour qu'elle s'applique, ou ça c'est valable que dans les contrats de construction de maisons individuelles? Non, non, c'est valable partout. C'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, euh, une fois que l'assurance, que le chantier est réceptionné, Ouais, mettons qu'il soit réceptionné aujourd'hui le 26 mars 2025. Euh, très bien. Quand tu fais le tour de la maison avec les entreprises, ou avec ton maître d'œuvre, avec ton archi, ou ton constructeur de maison, tu as le droit d'identifier des réserves. Donc tu as le droit de dire qu'il y a des choses qui sont à reprendre, à terminer, à modifier, à finir. D'accord. Et ces réserves-là vont être mentionnées sur le PV de réception. C'est-à-dire que juridiquement parlant, tu as ton PV et dessus, tu as toute une liste de réserves. Et durant cette année-là, les entreprises, durant l'année qui suit, donc à partir du 26 mars 2025 jusqu'au 26 mars 2026, les entreprises doivent obligatoirement, juridiquement, sont contraintes de venir réparer et lever les réserves en question. Si elles Ok. ne viennent pas, tu peux leur faire une mise en demeure, attendre 30 jours, et au bout de 30 jours, tu peux enclencher ta dommage. D'accord. Mais généralement, elles le font parce que généralement, c'est quand même des petits trucs. Mais s'il y a un défaut qui apparaît qui est pas lié aux réserves, Ah bah là, tu peux déclencher ta déo normalement. dans la première année, ça fonctionne aussi. Voilà, tout à fait. Ok. C'est juste qu'on peut choisir de pas le faire et la traiter dans le cadre du parfait achèvement pour Oui, éviter c'est ça. les En trucs fait, chiants. effectivement, C'est c'est du ça. bonne C'est ça. intelligence C'est peut-être. ça. Et de toute façon, généralement, la dommage ouvrage, encore une fois, c'est une garantie d'assurance. Donc, généralement, dans ta vie, t'as pas envie d'avoir affaire à l'assurance. Donc, si tu peux te débrouiller avant, avec l'entreprise, c'est quand même mieux. Et Oui. généralement, l'entreprise, elle dit, bah, nous, ce qu'on conseille à nos clients qui sont entreprises du bâtiment, c'est, quand ils sont appelés pour un petit désordre, d'aller réparer de suite, parce que, en fait, au-delà de gagner de l'argent, il y a un temps monumental. Ouais. Mais par exemple, Et, si on a quelque chose, un souci qui est pas couvert par l'assurance déo mm, ou la décennale, mais que je sais pas, il y a un truc je sais pas, une cloison qui s'est déformée, une porte qui s'est courbée, donc elle ferme encore. Si elle ferme ouais, pas, j'imagine que la déo peut fonctionner, mais ouais, est-ce que les pros vont eux appeler les ah bah c'est juste esthétique? C'est ouais, c'est ça. Ah ouais, je vois très bien. cette phrase employée par des experts aussi et par Bien des sûr, artisans. Comment bien on sûr. fait? Parce que en fait, oui, c'est esthétique, mais bon, on a acheté quelque chose de neuf, donc Mm. comment on traite ces désordres qui vont pas potentiellement être dans les Ouais, critères le décennal. propres à l'usage? Comment ça marche? Bah, tu vois, c'est pas aujourd'hui pas parce qu'un désordre, il est pas couvert en décennal que l'artisan, il est pas responsable, tu vois. Ça n'exonère pas de sa D'accord. responsabilité de manière générale. C'est-à-dire qu'en fait, toi, au début, on t'a vendu un projet en te disant, bah voilà, le projet, c'est ça. Avec, dans le cas d'un constructeur, une notice descriptive, avec un cahier des charges. Et si ça, c'est pas respecté, l'obligation de résultat qu'avait le constructeur ou qu'avait l'entreprise, elle n'est pas atteinte. Donc, il est quand même responsable de ça, donc il doit venir pallier à cette obligation du résultat et Mmh. atteindre l'obligation qui s'est donnée. Pour autant, effectivement, lui va te dire c'est esthétique et l'assureur va te dire c'est esthétique. Donc là, t'es quand même bien embêté parce que du coup, t'es toute seule. Et en fait, tu vois, tout à l'heure, tu me disais que souvent, les gens un peu plus riches, ils vont être plus procéduriers. C'est vrai, parce qu'ils ont ils ont des fonds propres, mais aujourd'hui, on a quelque chose en France qui se développe énormément. C'est la protection juridique. C'est Et en vrai. fait, aujourd'hui, même si t'as pas d'argent, ou très peu, ou que t'es quelqu'un de normal, tu vois, t'as pas les moyens de te payer 40 avocats parisiens qui vont débarquer chez le gars pour lui dire, Tu ah, regarde, regarde, Ouais. avec des photos. En fait, L'armée d'avocats comme dans les films. c'est ça, c'est exactement ça. T'as des juristes qui font ça toute la journée, qui vont mettre une pression largement égale à celle d'un avocat très compétent dans le domaine. Et en fait, aujourd'hui, on le voit énormément. euh, beaucoup de gens ont des protections juridiques, savent s'en servir et le font. Et en fait, justement, si tu as un cas comme ça, généralement, tu as ta protection juridique avec ton assurance habitation ou tu l'as souscrit avec ta DO. En fait, il faut Attention, savoir ce c'est que ça couvre. optionnel. C'est optionnel, Pareil. tout à fait, c'est optionnel. Mmh. Et il faut savoir ce que ça couvre aussi parce que ça ne couvre pas que une protection juridique. La protection juridique, ça couvre certains sujets sont exclus, tu vois. Donc, il faut voir ce qui est couvert, pas couvert.
mais ils peuvent agir en ton nom pour aller mettre en cause l'entreprise. Et ne serait-ce que lui faire peur, déjà, peut-être que ça va réagir. Et l'assureur, il n'aura pas la même position si c'est un particulier qui lui écrit que si c'est une protection privée. Bah, puis c'est pas tourné pareil, Alors, parce que en tant que c'est ça, particulier, on va avoir tendance à s'énerver, ce qui peut être contre-productif. On c'est peut ça. aussi recevoir des menaces, ou en tout cas des choses qui sont tellement bien écrites qu'on se dit que c'est Mm. forcément vrai, alors Ouais. que non. Mm. Oui, investir dans un juriste, alors soit investir dans un juriste, un avocat, Mm. mais je reçois bientôt un avocat sur le sujet, donc on aura l'occasion d'aller plus dans les détails sur ces points-là, mais c'est hyper important, parce que si vous dites c'est pas beau, ma peinture elle cloque, ils vont vous dire c'est juste esthétique, c'est pas notre problème, alors que si c'est tourné autrement avec des citations bien précises, la Mm. pression elle change de camp. Mais Bah, ça c'est c'est... ça. C'est ça. Si t'envoies un courrier, Ok. j'ai écrit ma peinture, elle devait être comme ça, elle est pas comme ça, merci de la remettre comme ça. C'est Mm. contractuel et le fondement, c'est tel article et telle jurisprudence. En face, ça va réagir différemment que, effectivement, ma peinture a des cloques, c'est moche. Ouais, en argumentaire, on a connu mieux, quoi. Donc, dommage ouvrage obligatoire. Tu nous as expliqué quoi faire. Tu nous as expliqué aussi comment bien vérifier qu'un artisan est couvert en décennale et les dates qu'il faut bien regarder. Mhm. Merci pour ça. Comment assurer son chantier et faire la transition avec l'assurance habitation. Aide juridique, ça c'est super important, on vient d'en parler. Si tu devais citer une erreur que tu vois trop souvent dans les sinistres que tu traites, et peut-être le meilleur conseil du coup pour éviter ça. Enfin, les sinistres que je traite, de toute façon, les sinistres, ça part toujours beaucoup d'un même constat avec les particuliers. C'est une mauvaise relation entre le particulier et l'entreprise ou, le cas échéant, les voisins, tu vois. Donc, si je peux donner un conseil aux entreprises de bâtiments, c'est d'essayer d'être cordial avec les gens tout au long du déroulé des travaux et de garder une bonne relation. Non, mais ce que je veux dire, Gardez c'est son tout ça. sang-froid. Garder son sang-froid. En fait, c'est vrai. La clé, c'est ça. C'est de se dire que il faut essayer de gérer au maximum les choses avec du bon sens. Et D'accord. ne pas s'énerver ou ne pas faire une affaire de principe pour un certain nombre de choses. En fait, l'origine d'un désordre, c'est quasiment systématiquement deux personnes qui se sont mal entendues sur un point ou deux personnes qui n'ont pas eu la satisfaction qu'ils auraient aimé avoir sur un sujet déterminé. Ouais. Et en fait, ça part beaucoup d'enfantillage. Alors parfois non, hein, parfois il y a des vrais désordres qui glissent sur le chantier, tu vois, il y a des vraies pathologies, il y a des vrais gens qui sont moins compétents ou qui voilà. Mais beaucoup de litiges partent de gens qui ne s'entendent pas et qui n'ont pas réussi à calmer la situation en amont. Parce que il faut bien comprendre quand même que une déclaration d'assurance ou euh, une assignation devant un juge, ça va de toute façon faire grimper énormément le coût et le temps de tout le monde. Voilà. Oui, puis l'adrénaline, c'est-à-dire que quand on a une Ouais. convocation en justice ou un courrier un peu trop assassin ou Ouais. une déclaration d'assurance, on le prend plus vite mal alors que ça aurait pu être réglé à Mm. l'amiable avant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, donc Et tu dirais, généralement, ouais, gérer la bonne entente, quoi. Ça, ouais, c'est c'est ça. Gérer la bonne entente et garder son sang-froid. et Important, garder son sang-froid. important. Mais c'est vrai, en fait, c'est des projets qui sont tellement émotionnels, on met tellement Mm. d'argent, on met Ouais, tellement, ouais, des fois c'est les de économies d'une temps. vie qui passent Mm. dans une Ah ouais. construction et du coup, on tombe dans l'émotionnel et c'est vrai que le sang-froid peut vite Ouais, c'est partir. Et ça. puis en face, des fois, on a des artisans qui, certains peuvent être Mm. blasés parce que effectivement, Oui. il était un peu pénible tout le long, ou il a c'est pas non plus grave, on fait ça tous les jours, et on a tendance Mm. dans le bâtiment à beaucoup minimiser ce que Ouais, peuvent les ressentir dramatiser, ouais. nos Mm. clients, parce Mm. que nous on voit ça tous les jours. Oh, une fissure! Ouais. C'est rien Ouais. dans l'enduit, ça va, votre maison elle va pas s'effondrer demain matin. Et en face de toi, t'as quelqu'un qui a mis les économies de sa vie, qui Ouais. vient d'emprunter sur 25 ans et qui se retrouve avec une fissure et qui, lui, comprend pas qu'on lui livre une maison avec une fissure. Et il y a cet écart de comportement entre des gens qui font ça tous les jours pour qui c'est normal. C'est comme quand tu vas chez le médecin et que tu lui dis que t'as mal quelque part. Tu dis, oh, c'est pas grave, t'as des médecins qui sont comme ça. C'est pas non plus, ça c'est un autre sujet et très vaste, mais ça arrive. Et toi t'es là, non mais en fait j'ai mal, en fait c'est quand même, qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est comme ça, prenez du Doliprane. Super. Alors, mais c'est un peu la même chose, il y a cette
ça devient trop normal pour les pros certaines choses, Ouais. et du coup en face des gens pour qui c'est exceptionnel parce qu'ils ne construisent pas des maisons tous les jours, Ouais. ça prend d'autres proportions. Donc Mais tu vois, quand t'es parti, que tu fais construire ta maison, effectivement, tu parlais des économies de ta vie, et il y en a qui vont faire encore des économies. Enfin, une fois qu'ils ont mis, mettons, leur budget, qu'ils ont, voilà, ils vont faire des économies sur des trucs. Euh, je pense que quand un constructeur t'amène une maison, t'as toujours une marge de négo, t'as toujours des lots que tu peux sortir, des machins. Et il faut trouver le juste prix. Mais je pense pas qu'il faut gratter de l'argent partout. Je pense que ça, c'est une mauvaise stratégie. Et tu peux pas économiser une étude de sol, tu peux pas économiser une étude de structure, parce que c'est des choses qui sont trop importantes dans la construction. Et ça, c'est pareil, c'est un vrai sujet. C'est pas possible d'économiser sur un bureau d'études. les fausses économies. Voilà, c'est ça. Mm. Si tu veux économiser, tu peins tes murs toi-même. Ouais. Oui, ben ça fait partie des arbitrages à faire, hein. C'est vrai que quand on Mm. se rend compte que ce qu'on veut coûte trop cher, on doit arbitrer. C'est pas plaisant, mais il faut bien définir ses priorités. Et comme tu dis, une étude structure, une étude de sol, parce que l'étude G2, faut rappeler qu'elle n'est pas obligatoire dans certaines Mm. zones, notamment les zones à risque À de faible retrait aléa, c'est sûr. d'argile Ouais. faible. C'est obligatoire qu'à Mm. partir de moyens. Mm. Et on peut très bien exiger de la faire. Elle en a pas envie parce qu'en fait, ça coûte 1500 €, 2000 €, et on se dit bah oui, mais en fait, moi je vais avoir des mensualités à payer, j'ai peut-être mon loyer Mm. à payer en parallèle selon comment je négocie mon prêt, et puis bah Mm. ma maison elle me coûte quand même 250 ou Ouais. 350 000 €. Mm. Oui, mais ces 2000 € là peuvent t'éviter parce que s'il y a un souci sur la maçonnerie et que ça vient des fondations et qu'il n'y avait pas d'études G2, d'ailleurs, comment ça se passe là-dessus? S'il n'y a pas d'études G2 et que le maçon a mal dimensionné ses Bah, fondations? généralement, ça fait partie des conditions d'assurance. En fait, aujourd'hui, tu sais, dans un contrat d'assurance, dans le bâtiment, on va te dire qu'il faut que tu respectes les DTU en vigueur. Les DTU, les avis techniques et, de manière générale, comment dire, les procédés traditionnels de chantier. Donc, il faut que Le tu respectes DTU, les c'est un règles de espèce l'art. de gros document, juste pour dire ce que c'est le DTU. C'est un Oui, espèce de gros document qui régit, tu me dis si je me trompe ou si je l'exprime mal, mais la manière dont doivent être faits la plupart des ouvrages en construction. Peut-être pas c'est tous, ça. parce qu'il y en a des nouveaux qui sortent régulièrement, mais ça encadre. Il y a des choses quand même qu'on ne peut pas faire ou qui doivent être faites d'une certaine manière. C'est ça, c'est les règles de l'art. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, les DTU des fondations, de manière générale, même en maçonnerie, il dit que tu dois faire réaliser une étude de sol. G2 AVP, G2 Pro. Donc, si jamais tu le fais pas, et que tu C'est coupes tes quoi fondations G2 quand même, AVP, G2 Pro? C'est quoi G2 la AVP, différence? G2 Pro, c'est ce qu'on appelle des typologies d'études de sol. Alors, moi, je suis D'accord. pas bureau d'études, attention, hein, donc, et voilà, t'as G1, G2 AVP, G2 Pro, G3, G4, G5, globalement. J'en ai peut-être oublié, mais celle qu'on voit le plus souvent en assurance, c'est ce qu'on est susceptible de demander à un assureur, c'est une de ces 5 missions, voire 2, voire 3, voire 4, voire 5. C'est des études différentes qui vont te permettre d'analyser les sols, donc qu'est-ce qu'il y a dans le sol, et comment tu dimensionnes tes fondations, comment tu choisis tes fondations, et ensuite comment tu les dimensionnes par rapport à la composition du sol. Mm. Donc ça, c'est tout un bureau d'études géotechniques seul qui détermine tout ça et qui ensuite fait les préconisations pour la bonne façon d'ancrer ta maison dans le sol. Si Ok. jamais tu ne fais pas cette étude et que le maçon te fait tes fondations, il est très 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 probable qu'il n'ait pas respecté les règles de l'art, donc les DTU. S'il ne respecte pas les règles de l'art et les DTU, il y a une clause dans son contrat d'assurance décennale et responsabilité civile qui dit qu'il n'a pas de couverture. Donc, il est probable que tu n'aies pas de garantie. Donc, l'étude de sol, en théorie, tu ne peux pas t'en passer, y compris sur des zones à faible aléa sismique ou retrait groupement argent. Oui, elle n'est pas obligatoire, Ouais. mais pour le coup, elle est très recommandée. Et comment ça se passe quand on a un sinistre, c'est-à-dire que la maison a bougé, on va avoir des fissures qu'on peut appeler des lézardes, donc qui touchent à la structure et qui rendent la maison, pour le coup, inhabitable, dangereuse, tout ce qu'on veut, et on n'avait pas vérifié, nous on est particuliers, on n'avait pas écouté Ouais. cet épisode. Comment ça se passe? Parce qu'en fait, on a une maison qui est une menace, en fait. Comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que les assureurs défendent? On se retrouve avec une maison qu'on peut plus rien faire, qu'on doit démolir? Comment ça marche? Ouais, effectivement. Si jamais ça arrive, tu vois, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui, eux, sont des professionnels, toi, t'es pas professionnel, quand t'es particulier, qui, eux, ont un devoir de conseil. Et la mise en cause, elle est là. C'est-à-dire que, en fait, quand t'as acheté ton terrain, ou quand t'as fini ta maison, peu importe, t'as rencontré tout un tas de gens, des constructeurs, des maçons, des ingénieurs, des maîtres d'œuvre, et en fonction de qui t'as choisi pour t'aider dans ce projet-là,
il y en a pas mal qui ont un devoir de conseil. Si tu as un maître d'œuvre ou un archi, lui, il est censé te dire, il fallait faire il fallait faire ça, tu vois. D'accord. Au moins t'avertir que ça existe, ne serait-ce que toi te dire, attention, gros voyant rouge, étude de sol obligatoire, il faut le faire. Et après, du coup, donc il t'avertit, tu vois. Si tu l'as pas fait, c'est ton problème. Mais si lui ne l'a pas fait, tu peux aller chercher sa responsabilité à lui, qui, lui, est un assureur, parce que de toute façon, lui, il travaille pas sans assurance, à l'architecte des PLG, il faut qu'il s'inscrive à l'ordre, et pour s'inscrire à l'ordre, il faut qu'il décède. De toute manière, lui, il est assuré. Ah bah en passant, faut vérifier parce que s'il a pas payé ses cotisations, ça marche pas non plus. Ouais, c'est vrai, mais Parce que s'il a pas payé sa cotisation à l'ordre, ça veut dire ouais, qu'il est pas inscrit à l'ordre et ça veut dire que ouais, ça doit avoir effectivement, il est pas une assuré. chose. Tout à fait. Mm, Mais bon, généralement, Dieu merci, les c'est archers ça. ils sont quand même assurés. Oui, ils Je sais sont pas plutôt encore en France, carrés. je suis pas sûr. Ils sont plutôt carrés. Donc lui, son assureur va pouvoir effectivement aller payer une pollution de réparation pour ta maison. Il arrive que t'aies pas forcément à la démolir parce qu'en fait, en fonction du sujet, tu peux avoir juste un renfort à faire, tu vois. Peut-être qu'il faut renforcer quelque part les fondations, peut-être qu'il faut étayer Mm. quelque part, mais peut-être qu'il faut tout casser, tout construire. Ça, je sais pas. Ça dépend vraiment des cas, tu vois. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a le maçon a lui aussi un devoir de conseil vis-à-vis de toi. Donc, tu peux toujours aller chercher quelqu'un au titre de ce devoir-là. D'accord. Et il y aura toujours un responsable. Ok. Ce ne sera pas toi. Et c'est l'intérêt d'avoir un maître d'œuvre ou d'un archi qui suit ton chantier, c'est que lui, il a tellement d'obligations, c'est qu'au moins ça te fait comment dire, un filet, quoi. Oui. Bah après, moi, je trouve qu'on peut faire son projet soi-même et effectivement, on va Mm. être fier, etc. Mais on oublie, on pense trop souvent aux économies qu'on fait, Ouais. le 20-30% parce que les constructeurs margent ou parce que l'archi prend trop cher pour ce qu'il va faire, etc. Mais il y a quand même tout ce côté encadrement, prévenir de ce Ouais. qu'on doit faire, etc. Et chaque chantier est difficile, donc il y a des règles générales, mais il y a aussi des Ouais. règles particulières, selon les terrains, les, euh, les projets, etc. Et c'est là où c'est important de faire attention. Ouais, en fait, il faut se mettre à la place des gens, tu vois. Moi, je fais de l'assurance, je n'irai pas faire de la maçonnerie. Et je me verrais pas le faire moi, bon après c'est mon point de vue perso, tu vois, ça engage que moi, mais je me verrais pas confier la construction de ma maison à quelqu'un qui n'est pas maçon Mm. pour faire cela, tu vois. Et du coup, comment toi, de manière très légitime, tu vas te dire, moi je vais aller suivre les entreprises alors qu'en fait, j'ai jamais fait ça de ma vie. Si toi, en général, quand tu fais ta maison, même en autoconstruction, tu vois, que tu décides de prendre cette entreprise toi-même, c'est que tu as une source de rémunération, donc tu as un métier, souvent en tout cas, tu vois. Dans ton métier, tu as une expertise sur quelque chose. Donc généralement, tu vas pas te dire au maçon d'aller faire ton métier. Donc quand tu te mets à sa place, c'est un peu la même chose, tu vois. Tu peux pas te dire, bah, n'importe qui pourrait faire ce que je fais. Et ben, c'est vrai pour la maîtrise d'œuvre. C'est vrai. Oui, puis il faut être conscient. Soit par exemple, on lâche son boulot, il y a des gens qui font ça, ils lâchent leur boulot Ouais. pendant plusieurs mois, ils décident de le faire pour plein de choses. Il y a ceux qui vont faire ça, mais qui vont demander que le hors d'eau, hors d'air soit fait par des entreprises Ouais. couvertes en décennale, comme ça on sait que la coquille c'est bien, et si on se Mm. plante sur le placo, bon, c'est quand même un peu moins grave, Mm. parce que c'est pas porteur. Donc il y a pas. Alors moi je suis partisante du fait qu'il n'y a pas de mauvaise manière de faire, faut Non. juste bien se préparer parce que ça c'est le point commun, peu importe avec qui on travaille ou qu'on travaille pas d'ailleurs, il faut bien se préparer et puis de toute façon, moi c'est le plan, la base. Ton plan, peu importe qui le construit, si ton plan est nul, ta maison ne sera pas aussi réussie qu'elle aurait pu être aussi, mais la préparation et le temps qu'on passe sur son plan et sur tous les à côté, si on peut appeler ça des à côté, mais tout ce à quoi on pense pas au premier lieu est super important quand on se lance dans un projet. Eh ben merci beaucoup. Julien, d'être venu parler assurance parce que c'était hyper intéressant. J'ai appris des nouvelles choses aussi, donc c'est top. J'espère que les gens qui nous écoutent apprendront aussi des choses. D'ailleurs, venez nous dire si l'épisode vous a plu. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non, pas du tout. Franchement, c'était top. Merci beaucoup. Bah, je C'est un t'en plaisir. prie. C'est une première fois, un premier exercice. C'était top. Bon, bah écoute, je suis ravie. Merci encore. Et puis, bah, à bientôt. Moi, je vais mettre toutes les descriptions pour te trouver. Si, voilà, alors les particuliers, tu travailles moins avec eux aujourd'hui, hein, je crois, c'est Ouais, ça? un petit peu encore, mais moins, effectivement. Moins? Ok. Un Donc petit peu si moins. t'es pro et que tu cherches une assurance, tu peux contacter Julien. Si t'es particulier, il va peut-être pouvoir t'aider selon le sujet. Et sinon, je suis sûre qu'il a des confrères à te Oui, proposer, ça c'est toujours. sûr.
Ça va Donc être je mettrai toutes les informations d'Optirisque en description d'épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julien. Voilà, l'épisode du jour est terminé. Je remercie encore Julien d'être venu nous partager son expérience et son expertise sur le sujet des assurances qui, je sais, pose beaucoup de questions. Si tu es arrivé jusqu'ici et que l'épisode t'a aidé et t'a plu, je te propose d'aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me donnera un grand coup de pouce. Tu peux même partager l'épisode à une personne qui est en train de construire et qui se pose des questions sur son projet et sur les assurances. Voilà, je te souhaite une belle journée après-midi, promenade, vaisselle, trajet en voiture et je te dis à très vite pour un prochain épisode.